J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures et que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les mots Lavande et la bienvenue en 2025. J'espère que cette nouvelle année vous apportera que du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement, de l'argent, ça fait toujours du bien au compte bancaire, et surtout de bonnes lectures. Alors pour cette toute première vidéo de l'année, j'avais envie de vous proposer une petite sélection de lectures à lire avant l'arrivée du printemps. Ces lectures qui vont nous prolonger l'ambiance des fêtes et l'ambiance de l'hiver. On va évidemment passer par de la romance, mais pas que, on va aussi passer par du contemporain et de la fantaisie pour bien débuter cette année 2025. Je vais pas faire durer l'introduction plus longtemps parce que on a du pain sur la planche et on va commencer tout de suite avec des romances. Alors oui, il y a quelques romances de Noël, mais sachez que ce n'est pas la majorité de ce que je vais vous présenter. Il faut savoir que les romances de Noël, j'ai beaucoup de mal. Soit j'adore parce qu'elles sont super bien écrites et que vraiment j'adore l'ambiance, j'aime les personnages et on aborde des sujets un peu plus profonds. Soit je déteste parce que c'est trop gnangnan, c'est trop cucu et c'est bourré de clichés. Donc la plume va faire beaucoup et on va dire que c'est un peu l'élément qui va faire que j'accroche ou pas. La première romance de Noël que j'ai à vous présenter, c'est Un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo New Romance. C'est une romance que j'ai adorée malgré tous les clichés qu'il y a dedans. Elle est super facile à lire, elle se dévore en une après-midi avec un bon chocolat ou un bon thé de Noël. Et c'est vraiment l'histoire qu'on a envie de lire parce qu'elle est un peu bateau, mais très doudou, très confortable. On y suit Maëline qui va passer les vacances de Noël dans le chalet que sa famille possède. Pendant les vacances, elle apprend que le chalet va être mis en vente, que ça y est, c'est terminé. Les vacances au chalet, ce seront ses dernières. Elle n'accepte absolument pas cette possibilité. À la fin des vacances, elle va tomber des escaliers et faire une énorme chute. En se réveillant, elle est de retour dans l'avion. Les vacances ne sont pas encore commencées et elle va revivre son Noël inlassablement et indéfiniment jusqu'à briser la boue. Je vous laisse découvrir la suite. Moi, j'ai adoré et pourtant, au vu du nombre de clichés, c'était très mal parti. Mais Christina Loren, elles ont la fâcheuse manie de me faire apprécier des choses que je n'apprécierais pas de base. Donc je vous conseille infiniment de découvrir cette romance-ci, mais aussi de découvrir tout l'univers de Christina Loren, parce que c'est vraiment des romans incroyables et personnellement, je n'ai pas été déçue une seule fois. La deuxième romance de Noël que j'avais envie de vous présenter, c'est L'effet boule de neige. Alors celui-ci, il me tentait depuis super longtemps, parce qu'il est écrit par Clara Hérault. Et cette année, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc quand j'ai été me le procurer pour le salon du livre de Montreuil, j'ai aussi craqué pour L'effet boule de neige. Et je l'ai lu dans la foulée. Cette histoire, c'est l'histoire de Iris qui est secrètement amoureuse de Charles, son meilleur ami. Ils vont passer les vacances de Noël tous ensemble dans un chalet avec la famille de Charles et la sienne. Sauf qu'au moment de récupérer Charles à l'aéroport, Charles est accompagné de sa nouvelle copine américaine. C'est le drame pour Iris, qui va donc trouver la superbe idée, qui a été soufflée par sa meilleure amie, mais peu importe. Petit aparté, j'adorerais avoir une romance de la meilleure amie d'Iris, parce qu'elle est vraiment... elle est trop cool, je l'adore, bref. Mais donc, grâce ou à cause de sa meilleure amie, elle va se lancer dans du fake dating avec le frère de Charles. Vous vous en doutez, évidemment, Charles ne va pas du tout être jaloux et on sait tous de qui et qui va tomber amoureux, mais vraiment, ça a été une super lecture. Déjà, premièrement, c'est super bien écrit, mais deuxièmement, on aborde des sujets un peu plus importants, un peu plus deep, au cours de l'histoire et j'ai trouvé ça tellement bien. En fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on ait une ambiance légère et un roman feel good, mais qu'on aborde des choses importantes quand même, tout au cours du roman. Et vraiment, Clara Hérault est une queen dans le domaine. Vraiment, si vous voulez lire une vraie bonne romance, si je devais en recommander qu'un seul, ce serait celui-ci. C'est une vraie bonne romance de Noël avec du consentement, de la communication. On n'a pas de crise des 80% parce qu'ils communiquent tout simplement. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et vraiment,
C'était trop bien, je vous le conseille à 10 000%. La dernière romance de Noël, et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, j'ai failli ne pas vous la présenter parce que je l'avais complètement oubliée. Et en regardant ma bibliothèque, je me suis rendu compte que j'étais obligée de vous la présenter. C'est une romance écrite par 3 personnes, John Green, que vous savez j'adore, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Ça s'appelle Flocon d'amour et c'est aux éditions Hachette Roman. Ici, on va suivre une histoire de plusieurs personnages et en fait, chaque auteur va nous livrer un point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que on va avoir le point de vue de 2 personnages, puis le point de vue de 2 autres personnages, puis le point de vue de 2 autres personnages. Et évidemment, vous vous en doutez, les destins vont se lier, les personnages vont se rencontrer et ils vont tous passer les fêtes de Noël ensemble. Je parle des fêtes de Noël, mais il faut savoir que c'est un roman qui parle de toutes les fêtes culturelles de cette période des fêtes. C'est-à-dire qu'on a des traditions juives, on a des traditions chrétiennes, on a un petit peu de tout et j'ai trouvé ça tellement bien. Moi, je suis très mal renseignée sur les autres religions que la religion chrétienne, puisque j'ai été élevée dans cette culture-là. Et je me souviens avoir vraiment apprécié découvrir la culture des autres religions pendant ces vacances-là. C'est un petit aperçu, mais j'ai trouvé ça très novateur et surtout tellement bienveillant, tellement bien fait. Toutes les religions cohabitent évidemment dans le respect. Et vraiment, c'est un roman que je vous conseille à 100 000%. Une terrible tempête, un train blanqué dans la neige, Greystown, tous les voyageurs descendent. Greystown, bourgade perdue au milieu de nulle part, pourtant Jeb, jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girl, ou au début d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refondent. Les 2 prochaines romances que je vais vous présenter, ce sont des romances, mais qui n'ont rien à voir avec les fêtes de fin d'année, ou presque. La première, j'étais obligée, Season de Morgane Moncomble, le 2e tome. Si vous avez suivi mes recommandations de l'automne et que vous avez lu le 1er tome en automne, vous allez donc pouvoir enchaîner avec le tome 2. Ce tome 2 s'appelle Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. C'est une histoire à base de patinage artistique, de proximité forcée. Vraiment, c'est un très bon roman. Alors, personnellement, ce n'est vraiment pas mon préféré de la saga. Je dirais même que c'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'est Morgane Moncomble, c'est vraiment dans la vibe hivernale. Et on parle pas forcément des fêtes de Noël, mais c'est tout doux, c'est vraiment agréable à lire. Et si vous aimez le milieu du patinage artistique, vous allez adorer. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la recommandation un peu bateau et puis surtout il a fait tellement de bruit sur Bookstagram que ça sert à rien que je vous le présente pendant 15 000 ans. C'est du Morgane Moncomble, c'est une ambiance hivernale, vous allez forcément adorer. Le dernier que j'avais envie de vous présenter, c'est The 7 Years Sleep de Ashley Poston aux éditions EH. Alors celui-ci, il n'a rien à voir avec l'hiver, mais je suis vraiment pas une lectrice saisonnière et moi j'ai tendance à vouloir lire quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, en été, j'adore lire des thrillers / des policiers, alors que je suis pas du tout une personne qui en lit de base. J'ai tendance à lire de la fantasy en plein hiver. Vraiment, je n'ai pas de saison attitrée. Celui-ci, la seule et unique raison pour laquelle j'avais envie de vous le présenter, c'est parce que pour moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'être dans un nuage, d'être dans un énorme câlin, de plaid, de couverture, de nounours. C'est une romance doudou, c'est une romance qui est confortable, dans laquelle on se sent bien, où il y a de la communication, de la bienveillance, c'est doux et c'est fondant et on ne demande rien de plus pour l'hiver. En tout cas, personnellement, ce que j'ai envie de lire en hiver, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me conforter. Je me mets sous un plaid devant le poêle, devant la cheminée et je lis un truc qui est réconfortant, qui est doudou. Et ce livre correspond à 100% à ces critères. Au niveau de l'histoire, on va suivre Clémentine qui a hérité d'un appartement de sa tante qui vient de décéder. Cet appartement, on lui a toujours dit qu'il était magique et qu'il avait le pouvoir de te faire voyager dans le temps. Elle n'y a évidemment jamais cru et maintenant que sa tante est décédée, elle y croit encore moins. Puisque s'il y a bien un moment où elle aurait envie que cet appartement la ramène en arrière,
c'est maintenant. Et contre toute attente, quand elle emménage dans cet appartement, elle va être projetée 7 ans en arrière et faire la rencontre d'un jeune homme particulièrement attirant, particulièrement doux, particulièrement sympathique. Il est vraiment... c'est un green flag ambulant, il est tellement bienveillant. Vraiment, c'est le gentleman, vous voyez. C'est un homme plein d'ambition, qui est plein de rêves et il va lui redonner goût à plein de choses qu'elle avait oubliées et mis de côté, comme par exemple la peinture, l'aquarelle. Et ils vont évidemment tomber sous le charme très rapidement l'un de l'autre. Le souci, c'est que évidemment, quand elle repasse la porte de l'appartement dans l'autre sens, elle revient au présent. Et 7 ans se sont écoulés entre la rencontre et aujourd'hui. Ce qui définit le mieux cette lecture, c'est d'avoir le croquant, le fondant et le l'onctueux d'une tarte au citron meringuée. Vraiment, moi, c'est ça, c'est la définition de cette lecture, c'est vraiment ça. C'est vraiment croquer dans une tarte citron meringuée. Donc si vous avez envie de croquant, de fondant et d'onctueux de Seven Years Sleep, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Bon, il faut que je vous avoue la vérité. Oui, j'aime lire des romances et j'aime être dans une ambiance doudou, mais j'aime aussi beaucoup me faire souffrir pendant l'hiver. C'est vraiment la saison où j'aime lire des contemporains qui abordent des sujets hyper importants, des sujets chocs, des sujets de société. Je sais pas pourquoi j'aime les lire en hiver, mais c'est vrai que quand je regarde mes statistiques, c'est ce que je lis à cette période de l'année. Donc j'avais envie de vous faire une petite sélection de contemporains à lire qui sont à la fois drôles, à la fois bouleversants et qui abordent des sujets importants. Les 2 premiers, ce sont des romans d'Agnès Martin-Lougain. C'est une autrice que j'ai découverte grâce à ma maman, puisque c'est elle qui les lisait et elle m'a très fortement conseillé de lire ces 2-là. C'est vrai que j'ai adoré ces 2 romans-là. J'ai continué à lire d'autres romans de cette autrice et j'avoue ne pas être fan de tous. Disons que soit j'adore, soit je déteste, mais les romans ne me laissent jamais indifférent. Et la duologie que je vais vous présenter, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est une duologie bouleversante qui parle de deuil. On y suit Diane qui, pour fuir la mort, va choisir de s'expatrier en Irlande où elle va faire la rencontre d'une famille un peu atypique et de son voisin pas très charmant. C'est une femme qui, en tout cas pendant le premier tome, va vraiment se reconstruire, faire le deuil d'une personne en particulier et dans le second tome, elle va faire le deuil d'une seconde personne. On a vraiment un deuil en 2 étapes et c'est pour ça que pour moi, il faut lire les 2 tomes, l'un après l'autre, mais vous faites bien comme vous voulez. C'est un roman qui est bouleversant et en même temps, on se laisse un peu perdre dans les paysages irlandais, dans les falaises et la mer. On apprécie ces paysages et on apprécie suivre Diane dans son quotidien plus que particulier. En tout cas, si vous avez envie de voyager et en même temps de découvrir des sujets chocs et de ressentir beaucoup d'émotions, je vous conseille de lire cette duologie qui est vraiment bouleversante. Le 2e livre, je ne l'ai absolument pas lu en hiver, je l'ai lu en plein été, mais pour moi, quand je pense à un contemporain choc, évidemment que je pense à Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un roman qui est, encore une fois, très porté sur le deuil. On y suit Émile qui est atteint d'Alzheimer très précoce puisqu'il n'a seulement que 26 ans. Il sait qu'il va le mourir. Sa famille souhaiterait qu'il participe à des essais cliniques qui visent à prolonger sa vie mais sans pour autant le guérir ni le sauver. Lui rêve d'aventure. Alors sur un coup de tête, il va poster une annonce très brève en précisant qu'il recherche un ou une compagnon de route pour le dernier voyage de sa vie. C'est Joanne, une jeune femme au lourd passé, qui va accepter sa demande et qui va être sa compagne de route pour ce dernier voyage. C'est un roman de 800 pages qu'on ne sent pas passer. C'est le premier roman de l'autrice et tu te demandes comment c'est possible d'écrire un roman si poignant en tant que premier roman, un roman si abouti aussi. Évidemment, c'est des histoires qui sont pas faciles à lire, mais personnellement, je vous la recommande vraiment. Je suis obligée, quitte à vous parler de ce livre, de vous parler de la BD qui a été adaptée de l'histoire, puisque c'est une BD que j'ai adorée. Je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai
trop aimé redécouvrir cette histoire à travers les dessins qui ont un style graphique qui est très particulier. Ce n'est pas universel, je sais que ça peut très fortement déplaire, mais j'adore l'originalité des couleurs et des dessins. Je les trouve tellement communicatifs, tellement puissants. J'ai trouvé ça vraiment habile la façon dont on fait passer le temps à travers le roman. Parce que c'est quand même, comme je le disais, un roman de 800 pages qu'il faut résumer en seulement quelques planches. Alors oui, la BD fait plus de 200 pages, mais tout de même. Et donc, il y a des façons de faire des ellipses qui sont, pour moi, très bien trouvées et très bien faites. On y retrouve toutes les scènes qu'on voit dans le roman et qui ne sont pas affichées ici. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. On y retrouve évidemment toutes les émotions et toute l'histoire qu'il y a dans le roman. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper 800 pages, ce que je peux comprendre, vous pouvez vous tourner vers la BD. Elle est très fidèle, elle est très bien faite et elle vous communiquera tout autant les émotions. On va passer à une de mes autrices préférées et donc il a fallu choisir. Sachez que c'était très dur, j'ai vraiment choisi mes préférés. Je parle évidemment de Virginie Grimaldi. Si je ne dois vous citer qu'une seule personne à lire en contemporain, c'est Virginie Grimaldi. On peut le lire à tout âge, ça parle de sujets très difficiles, mais en même temps, elle a un humour très universel. En fait, ce que j'aime, c'est qu'on pleure, on rit et on en redemande à chaque fois. Vraiment, c'est l'effet que me font les livres de Virginie Grimaldi. Je pleure à chaque fois, je ris à chaque fois et à chaque fois, j'ai envie de retourner dans les romans. Je vais vous présenter mes préférés, mais sachez que je les ai tous lus et que je les ai tous adorés. Mon préféré all time, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour moi, si vous devez en lire qu'un seul de cette autrice, c'est celui-ci. On va y suivre l'histoire d'une maman qui va emmener ses deux petites filles, plus si petites puisqu'on a quand même une adolescente, voir les aurores boréales. C'est une décision prise sur un coup de tête, mais c'est le voyage de leur vie et c'est un très beau voyage que j'ai adoré suivre. Ensuite, j'ai adoré Quand nos souvenirs viendront danser et Une belle vie. Ce que j'aime dans les romans de Virginie Grimaldi, c'est qu'on suit souvent l'histoire ou les tranches de vie de personnages. Ici, c'est vraiment deux sœurs qui se sont perdues de vue et qui pourtant étaient très proches pendant l'enfance. Et suite à un décès, elles vont se retrouver et devoir mettre les choses à plat. C'est bouleversant et on comprend ce qui s'est passé pendant ces 5 ans d'éloignement. On comprend les deux points de vue et c'est bouleversant et en même temps, comme je le disais, il y a beaucoup d'humour. Et Quand nos souvenirs viendront danser, c'est l'histoire d'un petit groupe de petits vieux qui vivent dans un très beau village et leur quartier, leur lotissement va être rasé dans le but de faire un parking. Évidemment, ils sont bouleversés parce qu'ils ont tous leurs souvenirs de leur jeunesse à l'intérieur de cette maison et on va suivre chacun des couples et découvrir leur histoire, mais aussi leur combat pour faire en sorte que leur quartier survive. Et puis évidemment, je me sens obligée de vous parler de Et que ne durent les moments doux. C'est un livre que Virginie Grimaldi a écrit sur deux mamans. Ces deux femmes, elles vont vivre deux étapes charnières de la vie d'une maman. La première vient de donner naissance à son petit bébé. Malheureusement, il est prématuré, donc c'est une étape qui est très difficile. Et l'autre vient de voir son plus jeune quitter la maison. L'arrivée d'un enfant et le départ des enfants, c'est deux périodes dans la vie d'une maman qui sont très dures, très compliquées à vivre évidemment et qui peuvent réveiller beaucoup de questionnements. Et j'ai trouvé que ce livre abordait parfaitement la question. C'est très juste, on y suit des moments de vie et encore une fois des questionnements que j'ai trouvé très juste et bouleversant. Évidemment, on a un petit plot twist à la fin qui fait que on découvre, ou plutôt on redécouvre l'histoire sous un nouvel angle à la fin de l'histoire. Et j'ai adoré ce livre. Et puis, évidemment, je suis obligée de vous parler de l'adaptation qui en a été faite en BD. C'est une très bonne alternative, encore une fois, au roman, si vous n'aimez pas forcément lire ou si vous avez envie de redécouvrir l'histoire sous un nouvel angle. Personnellement, j'adore le roman, mais j'ai adoré redécouvrir à travers les dessins. Les dessins sont très doux, ils reflètent parfaitement les émotions des personnages. Alors, personnellement, je trouve que le plot twist de fin, du coup, on le voit venir, puisque visuellement, la BD nous l'expose. Et je trouve ça un petit peu dommage.
Mais sinon, c'est vraiment pareil que dans le roman. C'est vraiment les mêmes émotions, les mêmes découvertes, le même plaisir de lecture. La seule vraie différence, effectivement, entre le roman et la BD, ça va être effectivement qu'on voit venir le plot twist. Mais c'est tellement une partie infime de l'histoire que, sincèrement, ça change pas grand-chose. Mais donc, du coup, je la recommande chaudement si vous avez envie de lire cette histoire qui est bouleversante. Le dernier roman contemporain que j'avais envie de vous présenter, c'est évidemment Un Clara Héros et c'est Nos plus belles années. C'est un roman qui m'a détruite parce que on y aborde plusieurs sujets qui me touchent énormément. Premièrement, je ne sais pas si on vous l'a vendu comme tel, mais moi, les années d'études supérieures, on me les a vendues comme mes plus belles années. On m'a vraiment dit que ça allait être incroyable et que ça allait être mes meilleures années de jeunesse et qu'il fallait absolument que j'en profite. Et personnellement, j'ai vraiment pas eu cette impression. Au contraire, je ne sais pas si ce sont mes pires années ou pas. Et en tout cas, quand je vois ce que ces années, comment elles m'ont transformée, sincèrement, je suis loin de me dire que ce sont les plus belles. Et particulièrement dans ce roman, puisqu'on y suit deux meilleures amies qui emménagent ensemble pour leurs études. Sauf qu'elles vont rencontrer un jeune homme qui va bouleverser leur vie. L'autre thématique qu'on aborde qui est vraiment très importante et très coup de poing, c'est les violences sexuelles et agressions sexuelles. En fait, agression en tout genre, puisqu'on va autant avoir des représentations d'harcèlement de rue que d'attouchement, que d'agression physique, agression morale, et puis agression sexuelle au sens plus communément appelé, à savoir le viol. Donc faites super attention avant de vous lancer dans cette lecture. Personnellement, ça m'a détruite, mais en même temps, je le trouve très important parce que c'est un roman qui expose à quel point être une femme, c'est compliqué, à quel point ces années sont compliquées, mais aussi à quel point le monde peut être vicieux. C'est un roman que je vous conseille évidemment parce que c'est coup de poing et parce que c'est super bien écrit, évidemment, c'est Clara Héros. Mais protégez-vous, faites attention et ne vous lancez pas non plus à l'aveugle dans ce roman. Je vais rester dans les mêmes thématiques, mais cette fois-ci, je vais passer dans la catégorie mythologie. C'est une catégorie que j'adore lire en hiver, je sais pas trop pourquoi exactement, alors que ça aurait plutôt sa place en été, je pense, mais personnellement, j'adore lire de la mythologie en hiver, j'adore lire des récits de femmes fortes et de symboles de notre female rage, you know. Genre vraiment, j'adore lire des expériences et des récits de vie de femmes qui ont été mais, tellement plus fortes. Et un des livres, évidemment, qui fait parfaitement la transition entre la catégorie précédente et celle-ci, c'est Méduse de Jessie Burton. Méduse, ça reprend tout bêtement et tout simplement le mythe de la célèbre gorgone Méduse. Sauf qu'ici, on vous raconte son histoire comme elle ne vous a jamais été racontée. Si vous ne connaissez pas ce personnage mythologique, Méduse, c'est cette femme avec des cheveux de serpent qui se fait tuer par Persée. On a notamment cette image de Persée qui tient la tête de la gorgone d'une main et son épée ou son bouclier de l'autre, je ne sais plus. C'est une image que vous connaissez sûrement, vous l'avez sûrement même vue à l'école, mais pourtant ce qu'on ne vous raconte pas sur ce personnage mythologique, c'est que c'est une victime avant tout et une survivante. Méduse, elle a été victime d'un viol dans le temple d'une déesse. Cette déesse, plutôt que de combattre et de condamner le dieu qui a agressé Méduse, elle va condamner Méduse elle-même. C'est un récit qui parle d'injustice, qui parle de reconstruction, d'agression, évidemment d'amour aussi. On a une très belle romance qui malheureusement a un destin tragique. Je vous le recommande évidemment, c'est un livre qui est très très court mais qui est très puissant. Et si vous ne connaissez pas cette version de l'histoire, je vous recommande très grandement de la lire. D'ailleurs, Méduse est devenue un symbole de la lutte contre les agressions sexuelles, mais aussi des survivantes et survivants de ces agressions. Je trouve ça très beau et que cette personnalité mythologique qui a été bafouée et qui a été injustement punie pour un crime dont elle n'est absolument pas responsable,
soit devenu ce symbole. Donc je vous conseille absolument de lire cette réécriture qui est aux éditions Gallimard. Je continue avec la mythologie, mais cette fois-ci, je n'ai pas lu les livres. Je sais, c'est pas très vendeur de vous vendre des livres que je n'ai pas lus, mais j'avais envie de vous les présenter parce que ce sont des héroïnes très fortes et profondément battantes. Et c'est un peu pour ça que j'aime lire la mythologie. J'aime lire des réécritures puissantes, de femmes puissantes. Donc premièrement, on a une réécriture du mythe d'Atalante par Cassandre Lambert. Atalante, c'est une guerrière amazone qui est très forte. Mais ici, on va vraiment suivre sa naissance de guerrière, comment elle s'est construite et comment elle est devenue cette figure emblématique. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est l'exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. C'est une réécriture hyper féministe, donc je vous invite évidemment à vous plonger dans l'histoire. Démos, la bénie de Césarée de Lise Chrysler aux éditions Gulfstream. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Vérina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et les pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi, Saëran Arthos, est capturé, Vérina en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Ça promet des trahisons et des alliances, ça promet évidemment une femme très forte et une romance, donc je vous invite évidemment à le découvrir. L'autrice est incroyable et c'est une autrice française, donc que demander de plus? Pour cette dernière catégorie, j'avais envie de vous parler de fantaisie autre que de la mythologie. Et je vais commencer avec 2 romans qui crient l'hiver, vraiment. Et je parle évidemment de Maudite, la voix des ombres, et de La Passe-Miroir, le tome 1. La Passe-Miroir, tome 1, Les fiancées de l'hiver, c'est de Christelle Dabos et c'est aux éditions Gallimard. La Passe-Miroir, c'est un classique de fantaisie jeunesse que je vous recommande évidemment, et ce premier tome est parfait pour la saison hivernale. Donc si vous hésitiez et que vous avez envie de vous lancer dans le tome 1, c'est le moment. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable, découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'une autrice à l'imaginaire saisissant. Clairement, j'ai détesté le dernier tome de la saga, mais on ne peut absolument pas enlever à cette autrice le talent dont regorge son œuvre. Christelle Dabos, c'est une icône de l'imaginaire, et si vous n'avez jamais lu son univers hyper complexe de La Passe-Miroir, c'est le moment ou jamais. J'étais obligée de vous parler de Maudite, les voix des ombres, de Laetitia Lajoigny aux éditions La Martinière Jeunesse. J'étais obligée. Premièrement parce que Laetitia, c'est une amie autrice que j'adore et que j'aime soutenir. Encore une fois, on soutient nos auteurs français qui ont du talent.
mais aussi parce que Maudite, c'est l'histoire d'une cordée et d'une montagne maudite, ainsi que de magie. La force de Laetitia réside dans ses univers et ses systèmes de magie très originaux. Et évidemment, ici, elle nous parle d'escalade et d'alpinisme. Alors ça crie l'hiver. Pour la 143e cordée, l'heure du départ a sonné. Son objectif, gravir la montagne maudite et vaincre la créature maléfique qui se trouve à son sommet. Sa raison d'être, libérer Srapita des ombres envoyées par les monstres, forçant les habitations à vivre la nuit depuis des décennies, sous peine d'être pétrifiées. En tant que guerrière de l'âme, Liv a choisi chaque membre de la 143e cordée, et nul ne croit autant qu'elle au succès de cette mission, même si personne n'en est jamais revenu. Car sur la montagne maudite, les ombres et les éléments ne seront pas les obstacles les plus dangereux qu'ils rencontreront. Une quête impossible, un monstre terrifiant, une guerrière impitoyable. Ce que vous allez retrouver dans ce livre, c'est vraiment le monde de l'alpinisme, le monde de l'escalade, mais aussi de la magie et surtout une guerrière, une femme forte qui va guider sa cordée jusqu'au bout. Alors lisez-le et s'il vous plaît, soutenez Laetitia parce que c'est une autrice de talent. Pour rester dans cet univers glacial de la montagne, ou plutôt des glaciers, j'avais envie de vous parler de Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen aux éditions Brajlon. Si vous me connaissez, vous savez que Danielle L. Jensen, c'est ma queen du fantasy, je l'adore. Elle nous pond à chaque fois des bangers à base de fantasy et de romance, évidemment avec des personnages masculins incroyables et des personnages féminins qui sont loin de la princesse en détresse. Ici, on est dans un univers viking où on va suivre Freya qui a hérité d'un don des dieux. Le problème, c'est que ce don est très convoité par les dirigeants puisqu'il y a quelques années maintenant, un voyant a prédit que quiconque aurait le contrôle sur elle et son pouvoir aurait le pouvoir tout-puissant et la gloire. C'est une histoire de complot, de romance, de vikings, une ambiance glaciale et une héroïne absolument incroyable, une battante et une guerrière comme on les aime. Je ne vous promets pas qu'il n'y aura pas quelques clichés parsemés dans l'histoire, mais sincèrement, moi ça ne me dérange pas forcément. Et ici, ça ne m'a vraiment pas dérangée parce que c'est un univers que je n'avais jamais exploré. Et j'étais tellement heureuse de me retrouver dans un univers de vikings avec des divinités nordiques et des mythes nordiques que c'était trop bien. J'ai adoré l'expérience. Je vous invite évidemment à lire du Danielle L. Jensen, mais celui-ci est son plus original selon moi. Et j'attends la suite avec impatience. Et le dernier livre de cette sélection, c'est La tisseuse de mélodies de Sarah Abbasi aux éditions Hachette Roman. Pourquoi je vous propose une Dark Academia en hiver? Eh bien tout simplement parce que celle-ci est très slow. Sarah Abbasi est la reine de la poésie et des descriptions de décors et je sais que beaucoup m'ont dit qu'ils avaient eu du mal parce qu'effectivement c'est très descriptif, peut-être parfois un peu trop au goût de certains, mais du coup personnellement c'est le genre de choses que je lis en hiver. Quand il faut prendre son temps et apprécier les descriptions, il faut que je sois posée et que je ne me presse pas, donc c'est parfait à lire devant un feu de cheminée. D'ailleurs, si vous appréciez ce genre de fantasy très slow et assez descriptive, je vous conseille La passeuse de mots, que je n'avais pas forcément sélectionnée pour mes recommandations, mais qui correspond parfaitement à cette ambiance un petit peu slow, un petit peu fantastique, et dont il faut apprécier la poésie de la plume. Pour le coup, je vous recommande vraiment les 2 premiers tomes de la saga et le préquel qui sont absolument géniaux. Pour la suite, personnellement, je l'ai trouvée trop longue et justement beaucoup trop descriptive. Je suis pas du tout contre les descriptions, mais il y a parfois des moments où il faut en enlever. Pour moi, le tome 3 a manqué de travail éditorial et de ce que j'ai entendu, le tome 4 aussi. Donc, je vous conseille particulièrement le tome 1 et 2. À vous de voir si vous vous lancez dans la saga entièrement ou pas. C'est pour ça à la base que je ne l'ai pas mis dans la sélection. Pour en revenir à La tisseuse de mélodies, on se trouve dans une université de magie qui repose sur les mélodies. Et on va suivre particulièrement Alistair et Shona. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable.
Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partitions de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Encore une fois, je vais abuser de certains arguments, mais c'est une romantasy très très slow, avec un univers très original et surtout une autrice française. Donc encore une fois, on soutient les auteurs français. D'ailleurs, il y en a vraiment pas mal dans cette sélection. Je vous en ai mis un maximum. Enfin, voilà tout le monde, j'espère que cette sélection vous aura plu et que vous aurez trouvé votre bonheur parmi ces petites suggestions et que vous pourrez ainsi prolonger le bonheur de l'hiver avant l'arrivée du printemps. Même si personnellement j'attends l'arrivée du printemps impatiemment, j'adore le printemps et j'ai forcément très très hâte qu'il arrive, mais je peux comprendre qu'on veuille prolonger l'hiver, alors je vous ai fait cette petite sélection. J'espère que les recommandations seront des recommandations un petit peu plus originales. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec quelques romans, notamment avec la partie mythologie qui, je sais, peut surprendre. En tout cas, moi j'ai adoré vous filmer cette vidéo, j'ai adoré commencer cette aventure YouTube avec vous en 2024 et j'espère que vous serez avec moi pendant cette année 2025. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir et je serais ravie de vous accueillir dans la petite famille des mots lavande. N'hésitez pas à vous joindre à nous et à vous abonner, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien, faites de bonnes lectures et à la semaine prochaine.